Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Mesdames et messieurs, comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre dernier intervenant de ce jour, Monsieur Sébastien Boussoua. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Merci infiniment par rapport à votre disponibilité et aussi par rapport aux analyses qu'on reçoit par d'autres médias. Sur l'actualité, et l'actualité oblige, comme tout le monde le sait, c'est l'actualité, cette offensive émirati dans le monde arabe et aussi en Europe et pourquoi pas en France. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Sébastien Boussoua est docteur en sciences politiques, consultant en politique internationale, enseignant en relations internationales, chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles ainsi qu'à l'UQAM. Il est conseiller par ailleurs auprès du programme européen de prévention de la radicalisation Fractici, c'est ça? C'est ça, et Belgium. Cicero, le nouveau sur lequel je travaille, il s'appelle Cicero. Eh bien, parfait. Presque, on a tout dit. La question principale, on va aborder ce dossier sur deux volets. Le volet monde arabe, bien entendu, et le volet européen, et le cas de la France. On parle d'un offensif émirati dans le monde arabe. Comment vous le voyez-vous et sur quelle piste les Émiratis ont mené leur offensive? Eh ben, je le vois de manière inquiétante en réalité. Pourquoi? Non pas que aucun pays jusque maintenant faisant partie de la région ait essayé de ne pas s'immiscer dans les affaires de son voisin. Ça, c'est une tradition presque importée de l'Occident, mais on a presque ce sentiment actuellement que depuis le retrait américain, notamment depuis la décomposition des printemps dits arabes et l'arrivée des hivers dits islamistes, on a un peu l'impression que d'autres puissances régionales locales essaient d'avoir prise, et je dirais que indirectement, certains pays occidentaux sont derrière, mais par procuration, on sent une montée. Et les Émirats arabes unis en font clairement partie aujourd'hui, puisque dans le contexte des printemps de 2012 jusqu'à leur effondrement global au jour d'aujourd'hui, à part, mettons de côté la Tunisie et encore, j'ai tendance à penser que l'objectif de Mohamed Ben Zayed, le prince héritier d'Abu Dhabi, est clairement d'instaurer une nouvelle chape de plomb sur l'ensemble de la région, qu'il est soutenu pour cela par Mohamed Ben Salman, qui n'a pas trop le choix, parce que le véritable stratège en réalité de la région, c'est bien Mohamed Ben Zayed, et que indirectement on a Donald Trump derrière. Alors quel est l'objectif de cette offensive? L'objectif des Émirats actuellement et d'Abu Dhabi est de s'ingérer dans un certain nombre de pays pour lesquels on a espéré des transitions démocratiques, pour lesquels on a espéré que les sociétés dites civiles, ou qu'en tout cas les peuples, qu'on a appelé parfois un peu vulgairement la rue arabe, étaient parvenus à venir à bout de ces dictateurs et de l'ensemble de ces dirigeants un peu trop kleptomanes et un peu trop parasitants depuis un certain nombre de décennies pour leurs droits humains. En réalité, il n'en est rien, puisque on constate depuis quelques années, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte, que ça soit au Yémen, que ça soit même en Tunisie en termes d'ingérence, et que ça soit aujourd'hui en Algérie, on constate clairement que les Émirats arabes unis ont décidé d'exporter leur modèle et leur doctrine, la fameuse doctrine autoritaire de Mohamed Ben Zayed, sur l'ensemble de ces pays. Alors, en quoi ça consiste? C'est très simple.
il y a eu des possibilités d'alternatives après les régimes dictatoriaux du monde arabe, qui se sont souvent soldés par, évidemment, un avènement des mouvements islamistes, des frères musulmans, et globalement de tous ceux qui, sur le terrain local, savaient très bien séduire la population, là où l'État avait disparu, là où l'État était défaillant, là où l'État était plus signe de défiance que de confiance. Et ce qui s'est passé dans l'ensemble des pays que j'ai cités jusque maintenant, à l'exception de la Tunisie, et encore, je reviendrai après pourquoi dessus, il s'est passé un retour à l'autoritarisme. Le meilleur exemple étant l'Égypte. Nous avons eu effectivement Mohamed Morsi qui a été élu démocratiquement. Peu importe ce qu'il estimait vouloir faire par la suite, la voix des urnes l'avait amené au pouvoir, et en 2013, un putsch, et hop, les Émirats ont décidé de soutenir le maréchal Abdel Fattah. Et depuis, nous avons donc un nouveau raïs en Égypte qui est clairement soutenu par Abu Dhabi, puisqu'il a pratiquement un téléphone rouge, comme du temps de Moscou, avec Mohamed Ben Zayed, et que aujourd'hui, il n'y a plus aucun reliquat d'héritage de la révolution égyptienne au Caire. Nous n'avons plus rien du tout de cela, et nous avons un régime extrêmement fort, plus virulent et plus terrible en termes de droits humains que l'ensemble de ce qui s'est passé après la révolution. Donc ça, c'est vraiment triste. On a un président égyptien qui va être là jusqu'en 2030, tel que c'est parti. Et on retrouve ce même processus en Libye, par exemple, avec le général Haftar, qui est clairement en train de mener son offensive contre le gouvernement de Tripoli, qui lui est soutenu par les Nations Unies et la communauté internationale. Et la réalité, c'est que Haftar est directement également connecté avec Mohamed Ben Zayed, et que nous avons déjà des preuves d'un certain nombre de crimes de guerre réalisés par l'ensemble de ces équipes. L'objectif étant évidemment de venir à bout de ce chaos libyen, et ça, jusqu'à maintenant, personne n'a trouvé la solution. Mais la réalité, c'est de réimposer à nouveau aussi un régime militaire pour lequel peut-être le général Haftar serait le nouveau dirigeant. Et puis vous avez en Algérie ce qui est en train de se passer actuellement avec Gaïd Salah, dont on ne sait pas si le 4 juillet il se présentera ou pas. Mais globalement, dans l'ensemble des candidatures qui n'ont aucun sens pour cette élection, si elle a lieu, nous avons Gaïd Salah qui resserre un peu les vis, y compris à l'égard des mouvements pacifistes de maintenant du vendredi, et qui prend aussi directement ces informations auprès directement de Mohamed Ben Zayed, puisqu'il a fait plusieurs allers-retours, même habillé en civil, pour aller consulter auprès des Émirats. Donc vous voyez globalement un courant pour lequel on est en train de passer d'anciennes dictatures à de nouveaux régimes potentiellement dictatoriaux, parce que les Émirats considèrent que le seul moyen d'assumer et d'assurer la stabilité dans la région, c'est d'avoir des régimes militaires. Et même quand on voit la situation de la Tunisie, les Émirats sont clairement derrière le soutien à Beij Caïd et Sepsi, et derrière Nida Tounes, ont tout fait pour essayer de dégommer Enarda, qu'ils accusaient d'être clairement soutenu par le Qatar. Donc vous voyez, c'est le lien avec lequel je voulais venir et que je développe dans mon livre qui vient de sortir, Pays du Golfe et dessous d'une crise mondiale. Vous voyez une guerre par procuration en réalité d'un certain nombre de pays du Golfe sur les terrains de la région du Moyen-Orient. Le Qatar a essayé de soutenir à l'époque des mouvements liés aux frères musulmans, des alternatives, en tout cas ce qu'il considérait comme des pouvoirs et des forces d'alternance. Et en réalité, dans le monde arabe, malheureusement, il n'y en avait pas d'autres à ce moment-là. Et vous avez de l'autre côté les Émirats qui, soutenus je dirais enturbanés et excités par Mohamed Ben Salman et Donald Trump, sont en train de remettre une nouvelle chape de plomb et de redessiner un Moyen-Orient à leur image, c'est-à-dire une région autoritaire et sécuritaire et militaire. Donc c'est une déficience des Émirats arabes unis envers le Qatar, et qui s'explique sur plusieurs volets. Donc il y a le volet militaire, il y a le volet religieux, il y a le volet économique. Et si je suis un petit peu la carte que vous avez exposée tout à l'heure, il n'y a que le Royaume du Maroc qui tient tête à ce jour. Quels sont selon vous les points forts de l'État marocain pour ne pas être sous cette menace, qui devient une menace, d'après ce que je viens de comprendre, sur la stabilité de notre pays? Il y a une différence claire et nette, c'est que le royaume chérifien, et en l'occurrence le Maroc et la monarchie, n'ont jamais été clairement contestés de l'intérieur au point de vouloir changer clairement de régime, ce qui n'est pas du tout le cas de l'ensemble des autres pays que je vous ai cités jusqu'à maintenant. Donc à partir du moment où il n'y a pas de contestation d'un régime que les Marocains
reste derrière la dynastie alaouite et que l'objectif est juste d'avancer vers un Maroc plus démocratisé, plus démocratisant, avec un certain nombre d'avancées depuis 20 ans. Je viens de sortir un petit ouvrage qui s'appelle Portrait marocain et qui retrace 20 ans d'avancées du royaume sous Mohamed VI, c'est-à-dire les avancées sociales, sociétales, économiques, avec aussi beaucoup de faiblesses pour lesquelles les Marocains se battent également au quotidien. Il n'y a a priori pas lieu que les Émirats viennent s'ingérer pour imaginer quoi que ce soit. Je crois qu'on est dans deux modèles relativement différents. En ce qui concerne, en l'occurrence, j'ai cité la question du fait religieux. Ça, je crois que par contre, sur un terrain délocalisé comme l'Europe, et on en parlera après, il peut y avoir des tensions entre les Émirats, le Qatar et les Marocains, tout simplement sur la question de l'enseignement de l'islam, puisque nous savons très bien aujourd'hui qu'en France, une grande partie des nouveaux, ça, pour moi c'est une avancée pour en finir avec les imams locaux qui étaient envoyés de Riyad depuis des décennies. Beaucoup de nouvelles générations d'imams français sont formés actuellement au Maroc. Ça, évidemment, ça n'arrange pas véritablement les Émiratis et un certain nombre de pays du Golfe, parce que ce n'est pas le même islam, tout simplement. Mais M. Boussoué, il ne faut pas l'oublier que cette année, il y a une offensive d'imams égyptiens, déjà soutenue par les Émirats arabes unis dans un grand nombre de mosquées. Donc la guerre est ouverte quelque part par rapport à ces arrivées des imams d'ailleurs, et notamment, je parle des Égyptiens, sachant que les Égyptiens ne sont pas nombreux ici en France, sachant que les Émiratis non plus, et que les Marocains et les Algériens et les Turcs, bien entendu, et les Africains qui sont nombreux, mais il y a une guerre ouverte sur cette base-là, et qui m'amène à la question, le deuxième volet de ma question. Quelles sont les motivations, bien entendu, de ces Émiratis pour cette projection européenne? Mais il est clair que l'objectif des Émiratis saoudiens est de continuer à faire ce qu'ils font depuis les années 70 et 80, c'est-à-dire diffuser cet islam wahhabite et salafiste relativement plus austère, plus ancien, plus intégriste, plus radical. Et ce qu'ils ont fait depuis 1979, je pense, mené par le camp saoudien, c'est de diffuser cet islam dans l'ensemble, dans un grand nombre des mosquées en Europe notamment à l'époque, au départ, pour éviter la contagion iranienne et chiite. C'est parti d'un plan local de la péninsule arabique de 79 jusqu'à aujourd'hui. Et vous vous retrouvez du coup depuis des décennies, que ce soit en Belgique où je me trouve, que ce soit en France, avec des mosquées salafistes de plus en plus importantes qui sont clairement soutenues par les Émiratis et par les Saoudiens pour contrer d'une part ce dont je vous parlais, c'est-à-dire les possibles développements de contagion de chiisme, mais également des frères musulmans dont ils sont persuadés que les frères musulmans sont encore aujourd'hui intégralement, totalement soutenus par leur frère ennemi, c'est-à-dire le Qatar. Donc on est dans une situation, encore une fois, de guerre régionale délocalisée, on pourrait appeler des guerres sentimentales, mais également culturelles et religieuses proxy, c'est-à-dire donc par procuration. Et il est clair que les Émiratis et les Saoudiens continuent à vouloir diffuser ça. Mais je crois qu'il y a une évolution des mentalités, je crois qu'il y a une évolution, enfin, des musulmans d'origine maghrébine qui veulent revenir à leur islam des origines, c'est-à-dire un islam culturel et identitaire malékite, celui qui est du juste milieu, celui qui est beaucoup plus proche de leur propre identité. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir, et ça aidera beaucoup d'ailleurs, même y compris dans un certain nombre de dérives identitaires et religieuses, ça aidera bon nombre de Maghrébins à se réconcilier avec leurs racines, parce que je pense que pour pouvoir déployer ses ailes, pour pouvoir revendiquer son identité, pour pouvoir être en accord avec son identité, il faut pouvoir avoir des racines profondes et qui soient authentiques et sincères. Cet islam salafiste wahhabite qui arrive du Golfe, de Riyad et d'Abu Dhabi depuis un bon nombre d'années n'est pas celui qui est à l'origine et n'est pas celui que pratiquaient les Maghrébins depuis le Maroc jusqu'à ici. Je dirais qu'aujourd'hui les Égyptiens font le jeu tout simplement du quartet, c'est-à-dire qu'ils sont pieds et poings liés aux Saoudiens et aux Émiratis, notamment pour des raisons économiques. J'ai peut-être ce sentiment que c'est une pseudo-offensive
cacher parce que quand on voit arriver un imam égyptien, on se dit « Ah, mais celui-là a sûrement fait El Azhar, la grande référence absolue, etc. » Mais je ne crois pas que ce soit pour tous l'objectif clair et final. Je pense que les Émirats sont également derrière. Selon vous, Sébastien Boussois, cette alliance sacrée entre MBZ et MBS durera dans le temps? La question sera de savoir si MBS durera de son côté. En réalité, tout tourne, je pense, autour de ça. Et en même temps, dans un jeu de domino et d'engrenage, tout tourne autour du soutien de Donald Trump. Est-ce que Donald Trump sera encore là en 2020 pour un nouveau mandat? Et donc, du coup, ce soutien implicite à Mohamed Ben Salman est un véritable problème. Quand on voit toutes les gaffes, toutes les opérations ratées de Mohamed Ben Salman jusqu'au Yémen avec Mohamed Ben Zayed, qui, je le rappelle, est son mentor, puisqu'ils n'ont pas tout à fait le même âge ni la même expérience. Mohamed Ben Zayed a 52 ou 53 ans. Mohamed Ben Salman est un jeune prince, je dirais, encore un peu fou, qui prend son expérience et ses informations et son expertise directement auprès du prince héritier d'Abu Dhabi. Donc je crois que cet axe-là actuellement est un axe extrêmement dangereux parce qu'il est non pas cette alliance peut s'effriter, mais j'y crois relativement peu parce qu'ils ont la même vision et le même objectif dans la région. Ils ont été à la vie et à la mort sur le Yémen et surtout à la mort de 100 000 autres personnes. Pas beaucoup de risques pour eux, mais qui est proprement scandaleux et pour lequel je pense qu'à un moment ou un autre, la Cour pénale internationale se réveillera et se tournera vers Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed. Mais je crois surtout que cette alliance contre nature, d'autres alliés, est en train de complexifier l'axe qui, à un moment, celui-là risque peut-être de se fragiliser. Je pense, en l'occurrence, à l'alliance entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui est vraiment la pire des alliances contre nature, juste pour contrer évidemment l'Iran et pour continuer à enfermer l'Iran et à le braquer, malgré un certain nombre de problèmes en Iran, mais pour lesquels les Iraniens aimeraient bien aussi se séparer. Écoutez, écoutez, c'est une dernière question que je vais vous la poser, puisque vous parlez de l'actualité internationale et notamment ce qui est en train de se passer entre l'Iran et les États-Unis et ses alliés, donc qu'on soit clair. Il y a une question un petit peu précise, si vous le permettez. Quel rôle peut jouer la Russie dans ce conflit, sachant-le que la Russie a fait des torts aux Iraniens en Syrie? Écoutez, ce sont des alliances, je dirais, stratégiques, pragmatiques. C'est-à-dire que elles changent en fonction des situations et elles changent surtout en fonction des dossiers. On est revenu aujourd'hui dans un monde clair de réel politique pour lequel droits de l'hommisme et autres ne sont plus une priorité. Et on voit bien que la question du droit international n'est plus non plus à l'ordre du jour, puisque Donald Trump a clairement montré la voie en passant outre les Nations Unies, en passant outre ce droit international qu'il appelle indirectement à ne pas respecter. Donc sur chacun des dossiers qui peuvent les concerner, les Russes seront aussi extrêmement pragmatiques et feront le choix de ce qui les intéressera, je dirais, le plus à l'instant T. Donc je pense que cette tradition de proximité entre l'Iran et la Russie, ou en tout cas le sentiment de penser que derrière le Hezbollah c'est l'Iran et derrière l'Iran indirectement c'est la Russie, peut changer et peut évoluer sur les dossiers. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, puisque on sait bien que Vladimir Poutine n'est pas un grand fan de tous les extrémistes religieux et que il a clairement montré comment il comptait ou comment il avait compté régler certaines dérives religieuses dans certaines de ces régions autonomes. Le même cas que de la Chine, hein. Le même cas absolument. Ce qu'a fait Poutine en rasant Grozny, mais ça n'a rien réglé. C'était évidemment un message clair et net. Ce que fait la Chine avec les musulmans du Xinjiang, c'est aussi la même stratégie, cette stratégie de sinisation. En réalité, en considérant tous les Ouïghours comme des extrémistes radicaux. J'ai discuté avec une délégation chinoise récemment et c'est clairement le message que se fait passer. Nous voulons développer le Xinjiang pour éviter les phénomènes de radicalisation et donc du coup on se retrouve dans des situations où c'est clair et net que les Han sont en train de s'imposer partout dans des régions en plus qui sont extrêmement riches et importantes pour eux.
continuera ce qu'elle fait depuis des années, c'est-à-dire profiter du vide ou du retrait américain. Mais là, on voit évidemment un petit changement avec les dernières annonces de Donald Trump. Exactement. C'est un peu un bal, c'est un peu une valse. Est-ce qu'on se retire? Est-ce qu'on y revient? Je crois que rien n'est arrêté, mais ça, évidemment, avoir une cohérence ou en tout cas une endurance dans la politique de Donald Trump, on est encore loin d'avoir absolument tout compris. En tout cas, je pense personnellement que le détricotage de l'accord iranien est un scandale, que ce n'était absolument pas un moyen de permettre d'apaiser les choses. Et je ne crois pas que l'ensemble de cet axe émirato-saoudo-israélo-américain puisse apporter la paix plus qu'autre chose. Aujourd'hui, on est dans une tension extrêmement vive. Rien n'est exclu et certainement même pas une guerre à l'égard de l'Iran, dont se passeraient bien toutes ces jeunesses iraniennes qui n'aspirent qu'à une chose, à la liberté et à l'espoir et à un avenir meilleur pour eux. Croisons les doigts. À suivre, Monsieur Sébastien Boussois. Je vous dis à très bientôt et merci infiniment de cet éclairage. Merci en tout cas, au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.